Alors, j'ai été amenée à défendre un jeune homme qui était atteint d'alcoolisme fœtal, qui avait des comportements sexuels à répétition depuis son adolescence et qui a fini, alors qu'il était hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, à être accusé d'avoir violé une malade qui était dans le même service que lui. Donc autant vous dire que la problématique était compliquée parce que les magistrats ne connaissent pas du tout ce syndrome, la police non plus, donc toute l'orientation de l'enquête a été une orientation de l'enquête exclusivement à charge, avec une inadaptation manifeste aux capacités de la personne qui est interrogée, c'est-à-dire du jeune homme qui était suspecté d'avoir commis ces faits. Et ça s'est reproduit jusqu'à l'audience devant la cour d'assises. Alors, heureusement que nous avons été très bien entourés, aussi bien par le professeur Doré que par les soignants qui s'occupaient depuis très jeune de ce jeune homme. Et on a pu, par une espèce d'explication extrêmement pédagogique, en faisant un peu de la répétition, faire comprendre aux magistrats, aux jurés, la situation de ce jeune homme, parce que je n'ai pas été l'avocat de ce jeune homme durant toute la phase d'enquête et d'instruction. Je ne suis arrivée dans l'affaire qu'au moment de son renvoi devant la cour d'assises. C'est une expérience très particulière et je dois dire que j'étais très troublée par cette expérience parce que j'étais sortie de mes zones de confort et que je ne savais pas tellement comment appréhender la situation, tant dans la préparation de ce jeune homme aux auditions que dans cette problématique assez complexe entre la protection de la société et la protection de la vie de ce jeune homme, parce que l'incarcération a été pour lui, et je pense pour toutes les personnes qui sont victimes de ce syndrome, un choc considérable. Alors l'incarcération en règle générale est un choc considérable pour tout individu, c'est un bouleversement et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent, mais pour ce type de personne qui a des difficultés, des capacités cognitives qui sont amoindries, qui ont une capacité d'adaptation qui est difficile, qui a une capacité de raisonnement difficile et une souffrance énorme, ça a été un espèce de tsunami dans sa vie et c'est un miracle qu'il ne se soit pas donné la mort en détention. Donc mon objectif était, bien que les faits soient graves, qu'il ne retourne surtout pas en détention, parce que la détention n'aurait été utile à rien, complètement contre-productif pour ce jeune homme qui a une mère remarquable qui l'accompagne dans cet apprentissage quotidien de la vie. Que tout ça a été balayé, aurait été définitivement balayé, et on serait sorti avec un jeune homme complètement cassé et assez, j'ai bien peur de le dire, irrécupérable. Il y a l'intérêt de la société et la protection de la société, parce qu'on se dit, si on laisse cet individu en liberté, est-ce qu'il ne va pas commettre d'autres faits et est-ce qu'il ne va pas y avoir d'autres victimes? Donc c'est toute la difficulté de cette défense que j'ai dû organiser, de dire que pour la société aussi, l'incarcération n'était pas la solution, puisqu'on allait se retrouver quelques années plus tard dans une situation encore plus dramatique que celle qu'on avait au moment de la commission des faits. Alors, la chance que nous avons eue, c'est qu'on a été entouré par une équipe médicale thérapeutique extraordinaire, qu'on a pu expliquer et rassurer, parce que ça fait peur, d'expliquer que voilà, l'alcoolisme fœtal, les gens ne savent pas ce que c'est, ne comprennent pas les conséquences dramatiques sur le développement cérébral, sur les pulsions. Enfin, il fallait
faire ce que moi j'ai appris à faire, parce que j'ai été complètement béotienne en la matière, donc j'ai dû apprendre, comprendre, discuter beaucoup avec les spécialistes de la matière pour pouvoir moi-même expliquer aux jurés et qu'ils ne pensent pas que c'était un système de défense pour échapper à ses responsabilités. Alors, se pose une difficulté particulière, c'est l'expertise psychiatrique. Parce que vous savez que dans tous les dossiers, notamment les dossiers criminels, on doit faire une expertise psychiatrique et médico-psychologique. Le problème, c'est que les experts psychiatres ne connaissent pas cette maladie et ce syndrome, et que je crois qu'il va falloir faire de la pédagogie aussi avec ces professionnels de santé, comme avec les magistrats, comme avec les enquêteurs, parce qu'on est malheureusement au point zéro de la connaissance de cette maladie. Et pour juger quelqu'un, il faut pouvoir comprendre et savoir pourquoi ces passages à l'acte existent et comment on peut les réguler et les éviter. Dans le cas du jeune homme, c'était une prise en charge avec une inhibition médicamenteuse pour réguler les pulsions sexuelles et une thérapie très cadrées, je dirais, qui ont permis de rassurer les jurés et de dire que la solution de l'incarcération n'était pas la solution envisagée. Je pense que si le personnel de justice était informé de la maladie, de ses conséquences, de l'impact qu'elle a, on n'aurait pas eu une instruction qui a finalement dérivé avec une incarcération quand même qui a été relativement longue pour ce jeune homme qui a tenté à plusieurs reprises, comme je vous l'ai dit, de mettre fin à ses jours. Donc nous, en tant que personnel de justice, on doit être extrêmement attentifs parce que même si la maladie n'est pas détectée en amont par les professionnels, grâce au professeur Doré, maintenant nous avons un peu une grille de lecture pour comprendre à qui nous avons affaire, quels sont les comportements qui sont des comportements pouvant avoir pour origine cette maladie, et donc être extrêmement attentif à la façon dont on va traiter judiciairement ces profils qui sont des profils très particuliers. Alors, je crois aussi qu'avec les psychiatres et les experts, il faudra faire aussi une formation parce qu'il est important de savoir quel est le sort réservé ou à l'atténuation de la responsabilité ou à la suppression de la responsabilité parce que ce problème se pose. Si vous commettez des faits et que vous n'avez pas vraiment conscience de la gravité des faits que vous commettez, vous ne pouvez pas être jugé de la même façon qu'un individu qui est en parfaite conscience et qui commet une infraction. Je voulais aussi attirer l'attention sur les services de police, puisqu'on a vu les psychiatres, mais les services de police, c'est les premiers intervenants. C'est eux qui ont le premier contact avec les personnes qui commettent des infractions et particulièrement avec ce type de personnes qui sont frappées de ce syndrome. Ils ne sont pas en capacité de répondre normalement aux questions qu'on leur pose. Ce sont souvent des gens assez suggestibles, c'est-à-dire qu'ils vont dire « non, je n'ai pas fait ça », et puis l'enquêteur va reposer une autre fois la question, ils vont dire « non », puis une autre fois, puis finalement, là, ils vont dire « oui ». Mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de poser les questions qui doit tenir compte du handicap de la personne que les enquêteurs ont en face d'eux, parce que ça fausse complètement les réponses qu'ils doivent apporter. Et les avocats qui accompagnent ces individus en garde à vue doivent être extrêmement vigilants, mais encore faut-il qu'ils connaissent la maladie, pour dire aux enquêteurs et pour demander aux enquêteurs de poser des questions qui ne sont pas des questions, ce qu'on appelle nous, des questions fermées. Une question fermée qui induit automatiquement une réponse. Quelqu'un qui n'a pas des capacités de raisonnement, qui a un raisonnement élémentaire, qui n'a pas les capacités cognitives nécessaires et qui est influençable, n'est pas en capacité de répondre normalement à des questions. Donc déjà, les dés sont pipés à l'origine de l'enquête.
Et je pense qu'il est important pour éviter des catastrophes, parce que c'est les catastrophes qui se profilent à l'horizon. On ne réglera pas le problème de la récidive et on bousillerait encore plus ces personnes qui sont victimes de ce syndrome. Donc il faut une formation en amont extrêmement importante et peut-être même dans les écoles d'avocats, de magistrats, avoir des alertes pour expliquer dans quel cas, et puis les écoles de police aussi.